Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet assez novateur car nous allons remonter dans le temps, nous allons étudier l'époque juive médiévale avec un roman écrit par Didier Nebaud chez Éric Bonnier. Je le montre à l'antenne. Voilà, le manuscrit sacré qui en fait est l'histoire des ascendants d'Éphraïm Ankawa, dit Fred, Alfred, à qui je dis bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Monique. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, ce roman, parce que c'est présenté sous l'image d'un roman, compile en fait une nouveauté puisque remontant dans le temps, on découvre un manuscrit médiéval. Et avant tout, je vais demander à l'un et à l'autre de me dire en deux phrases quelle est la genèse de ce livre, de ce roman. Alors, Didier, puisque tu es la plume, je te donne l'avantage. Et puis après, Fred étant la matière, prendra la suite. Alors, qu'un roman, pardon, je pense que c'est plutôt un livre d'histoire écrit de manière romanesque. Je crois que c'est plus, puisqu'il y a beaucoup de citations, comme tu le vois dans le livre. Alors, l'histoire, c'est tellement long. Disons que j'ai rencontré Fred, que je connais depuis très longtemps, et puis à partir de ce moment-là, je suis parti dans l'histoire des Ankawa, et pour moi, l'histoire des Ankawa commençait avec Israël le père, et ensuite Éphraïm, le fils, et je brosse toute l'histoire juive en Afrique du Nord, après et d'abord en Espagne. Bien. Alors oui, je te l'accorde. Je comprends quand tu dis que c'est plutôt à tendance romanesque. Et maintenant, je vais demander à Fred. Fred, qu'est-ce qui a démarré? Parce que je crois que tout est parti d'un coup de fil. Tout à fait. Didier m'a téléphoné au mois de mai pour me demander si je m'appelais Frédéric. Je lui ai dit non, non, je ne m'appelle pas Frédéric, je m'appelle Ephraim Ankawa. Et alors, à ce moment-là, nous avons convenu d'un rendez-vous et je suis venu vers lui pour lui montrer la copie du manuscrit d'Ephraim Ankawa que mon frère Alain Ankawa avait demandé à Oxford en 1994. Il a trouvé ce manuscrit extraordinaire parce que c'est du Rachi du XIVe siècle, c'est de l'écriture des Maïmonides, de Narmanides, etc., etc. Et de là est partie l'idée d'un livre que Didier a magistralement rempli et que tu as lu, bien entendu. Voilà. Alors maintenant, je m'adresse à Didier. Didier, on va de nouveau maintenant faire une remontée dans le temps et tu vas nous placer, non pas les personnages, mais l'histoire juive, d'abord en Espagne, et tu vas faire un concentré. En fait, tu vas décupler, tu vas descendre de l'Espagne vers le Maghreb, mais démarrons avec l'Espagne. Que se passe-t-il Oui, en Espagne bah, au XIVe siècle? en fait, voilà, c'est ça. On va dire que c'est le début des vrais programmes qui, qui aboutirent un siècle et demi, un siècle plus tard, à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ça a commencé très exactement le 6 juin 1391, non pas à Séville, comme la plupart des gens le croient, mais à 80 km de Séville, à Écija, où Israël Ankawa, le père, l'ancêtre d'Éphraïm, qui est avec nous là, a été brûlé vif dans sa synagogue parce qu'il avait un nouveau livre. Et à partir de là, il y a eu donc une progression dans toute l'Andalousie d'abord, ensuite un mois plus tard à Tolède, ensuite à Valence, ensuite à Barcelone. Et pendant 6-8 mois, il y a eu donc des programmes épouvantables avec des conversions terribles, très nombreuses, des centaines de milliers de personnes, vraiment, ce qui a donné un siècle plus tard l'Inquisition et une décennie plus tard l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc, le départ 1492 des Juifs d'Espagne peut être daté
de cette date-là, un siècle plus tôt, le 6 juin 1391. Et c'est ça que j'essaye de comprendre, d'expliquer dans ce livre, avec la figure d'Israël Ankawa, le père d'Éphraïm, qui est le point de départ, le premier martyr des Juifs d'Espagne. Alors, je Et tiens à on peut, et rappeler, on peut dire, et on peut dire, s'il te plaît, et on peut dire que finalement cet exode massif, plus ou moins massif, de 1391 vers le bassin méditerranéen, a donné naissance au mouvement séfarade que, bien entendu, nous connaissons tout tous, à fait. qui s'est Alors, amplifié en 1492. je voudrais quand même rappeler que cette date à retenir à Essija, donc en 1391, c'était Rosh Chodesh Tammuz. Et Didier a tenu à rappeler que c'était l'office du matin. OK? Il fait un récapitulatif, donc il explique bien pour les non-juifs les prières dans le temps journalier. Et donc, c'était le matin de Rosh Chodesh. On a la preuve, en fait, par le texte, par le manuscrit, il est bien précisé et on arrive, et Didier, tu le démontres, que c'était Rosh Chodesh. Absolument. Et également, je démontre que les massacres ont commencé non pas à Séville, mais vraiment à Essija. Donc, Israël Ankawa est vraiment le premier martyr. Et c'est très important parce que l'histoire pense que c'est à Séville, mais c'est pas à Séville, c'est à côté de Séville. Alors, pour mémoire, Israël Ankawa, justement, le fameux manuscrit qui était son livre, Ménorot à Mahor, Exactement. le candélabre lumineux, qui était le fameux livre rejeté par la chrétienté et qui a entraîné ce génocide. Tout à Exactement. fait. Exactement. Exactement. Il y avait un dénommé Sancho Diaz, qui était le suppôt de Ferran Martinez, qui était l'antisémite absolu extrême, qui n'avait pas supporté que ce nouveau livre juif sorte. Et donc, ce dimanche 6 juin, il est rentré dans la synagogue et il a voulu brûler ce livre qui n'a pas brûlé et qui se retrouve à Oxford. On va en parler tout à On l'heure. va en parler Et tout à l'heure. Alors, je dois dire que j'étais heureuse et j'applaudissais des deux mains en apprenant que Ferran Martinez avait fini dans l'oubli. oui, Tout Hein. à fait. Et bien sûr, ces communautés juives ont même été vendues à des musulmans par les Espagnols comme esclaves. absolument. Ça Ouais. a été l'horreur Ouais, ouais. Absolument. absolue. Ça se sait mal, mais effectivement, des textes de ce Moyen Âge que j'ai retrouvés, et pas des textes justes, des textes de l'époque, le démontrent bien. Et il faut le dire, que des Juifs ont été vendus à des musulmans. Et si ça se trouve aujourd'hui, il y a de ce côté là-bas beaucoup de descendants de ces gens-là qui sont anciens Juifs. Et ça, ils ne le savent pas. Alors justement, dans ce livre, à partir de ce génocide, nous suivons les pérégrinations d'Éphraïm Ankawa, d'Israël Ankawa, et ce rabbin talmudiste qui était également médecin, qui était admiré par le sultan. Et là, Didier, je te donne la parole pour nous raconter l'histoire de Leïla. Alors, juste avant Laïla, effectivement, je voulais simplement dire que Ephraim Marcora est parti en catastrophe avec sa famille dans des conditions de dimi. Et ça, on le sait mal. Dimi, c'est-à-dire il ne peut pas monter à cheval, c'est-à-dire il ne peut pas être dans la ville, c'est-à-dire qu'il est en dehors avec les conséquences terribles pour sa communauté. Et après des pérégrinations compliquées, il se retrouve bien sûr à Tlemcen. Le sultan a une fille qui est très malade et il fait appeler ce médecin parce qu'il sait qu'il y a un médecin d'Espagne qui arrive, qui est là, qui est compétent. Et ce médecin sauve en première intention cette Laïla, qui est la fille du sultan, qui était très malade. Et malheureusement, cette petite Laïla ne va pas survivre à sa maladie. Et j'ai fait là une découverte invraisemblable. J'ai découvert que dans le cimetière juif, il y a cette petite De Leïla Tlemcen. qui est de à Tlemcen, cette petite Leïla qui est enterrée. Et son nom, en fait, il n'y a pas marqué Laïla, il y a marqué Erkies. Et je me suis posé la question, j'ai cherché, c'était très compliqué. Et en fait, dans ces dialectes locaux de l'époque, Erkies, ça veut dire la fille du chef, la fille du sultan. Mais ça n'a pas été le seul indice
pour m'indiquer que c'était la fille du sultan qui était enterrée dans le cimetière juif. L'autre indice, c'est que le sultan a été assassiné la semaine d'après, le décès de cette fille enterrée dans le cimetière juif. Également, dans le mausolée des Ianides, parce que c'était les Ianides, le sultan faisait partie de la tribu des Ianides musulmanes, il n'y a pas du tout, il y a toutes les descendances féminines, il y a même ce sultan qui a été assassiné, mais il n'y a pas la petite Laïla qui est enterrée dans le cimetière juif. Et enfin, cette tombe Erkiès est à l'entrée du cimetière juif, un peu isolée, pour que les femmes musulmanes puissent venir se recueillir sur sa tombe de manière discrète. Voilà cette histoire exceptionnelle. Et pourquoi ça? Parce que ce qu'on sait mal, et c'est important de le souligner, c'est que dans cette région, un siècle et demi plus tôt, il y avait beaucoup de tribus juives, en particulier la tribu juive des Médiounas, très connue, et pas dit par moi, par beaucoup d'auteurs arabes de l'époque. Et la tribu des Médiounas était une tribu juive. Et quand les Almohades sont arrivés, ils ont converti par la force toutes ces tribus juives. Et la tribu du sultan était en partie avec des éléments juifs de l'époque. Et Ephraim Ankawa a certainement créé une réminiscence auprès du sultan, auprès de sa fille. Et donc c'est ainsi qu'elle a voulu être enterrée parmi ses anciens coreligionnaires, les juifs. C'est une histoire absolument époustouflante et qui tient quand même la route. Voilà. Oui, d'ailleurs, le grand historien arabe Ibn Khaldoun le rappelle. Absolument. Tout à fait. Rappelle la conversion des tribus juives. Et justement, j'ai été très sensible, je ne sais plus quelle page, je crois que c'est peut-être en 137, on rappelle qu'il y avait des tribus juives qui ont été converties au Kef, ma ville natale, C'est ça. Ah, dont je suis très attachée. Ouais. Alors, Et il y avait beaucoup de Médioni à Tlemcen. oui, Ma première épouse, Ariane Médioni, était de Tlemcen. Zichrona Livracha, en effet. Merci. Et quel rapport tu fais entre Ankawa et Médioni? Je ne fais pas de rapport. Ce que je sais, c'est que malheureusement, les Ankawa, la descendance des Ankawa s'est principalement assurée à Alger, puisque les deux fils, Yehuda et Israël Ankawa, ont épousé chacun la fille du Rijbatz et l'autre du Ribak. Et donc, de ce fait, ces trois sommités du judaïsme nord-africains, avec Ephraim Ankawa, donc le Ribak et le Rajbat, ont façonné le judaïsme nord-africain de l'époque qui, en arrivant au XIVe siècle, était totalement moribond. Et je crois que Et la famille Duran, je dis Duran et non pas oui, Durand, parce que Durand, oui, c'est une autre connotation, tout à fait. est descendante justement de ces alliances à Alger. Exactement. Exactement. Ce qui fait que les Ankawa et les Durand sont cousins depuis le XIVe siècle, donc depuis Alors, bientôt si tu 7 siècles. permets, Fred, je dédie cette émission à mon amie qui est une fille d'Uran, si elle m'écoute, et Wow, c'est j'espère qu'elle magnifique. m'écoutera, et je lui donnerai J'espère tes aussi. coordonnées. Hein? Elle Absolument, sera très absolument. sensible, surtout que quand je me moque d'elle, je lui dis Duran et non pas Durand, parce qu'à Alger, Oui, c'était mais Durand. c'est devenu Durand, bien Tout entendu. à fait, absolument. Et Et Didier alors, et moi, Beau, nous c'est que connaissons un personnage important qui s'appelle Jean-Paul Durand. oui, alors, je découvre qu'à Tlemcen, et ça c'est, je l'apprends par Didier, il y avait une hara, comme chez nous en Thune. Oui, Hein? Est-ce que oui, j'ai pas compris. Il y avait une. hara, Excuse. le quartier Oui. juif, et le Ah, ghetto à oui, non, non, oui, Tlemcen, oui, c'est pas tout à fait. Oui, enfin bref. oui, Non, oui, oui. avant que. Il y avait un quartier juif. En fait, les juifs de Tlemcen, puisque moi je m'en souviens, j'étais petit, mais ma mère m'a m'y amené, puisque mon grand-père, Fraim Laïk, était un personnage de Tlemcen, et la communauté juive vivait dans le centre de la ville de Tlemcen, autour de la synagogue du Rab, autour de la synagogue du Rab, où il y avait à côté de la synagogue un mikvé, et que tous les Tlemcéniens, que tous les juifs tlemcéniens connaissaient, bien entendu. Alors, Là, nous c'est. allons donc avancer et maintenant, je voudrais que Didier nous parle un peu du livre du rabbin Chaim Blia, Betah HaShahar. Ah, alors écoutez, oui, justement. En fait,
le livre du rabbin Chaim Blia en 1897, euh, l'arrière-grand-père d'Éphraïm, de notre ami là qui est Mon avec moi. arrière-grand-père, Voilà, Samuel Sultan. Samuel Samuel Sultan, Sultan voilà. est parti à Oxford pour récupérer les manuscrits en Kawa, parce que les manuscrits en Kawa étaient à Oxford. Ok, on va en parler un petit peu plus tard, je crois. Et on ne lui a pas permis de les récupérer, on lui a simplement permis de les recopier. Donc, il a recopié les manuscrits d'Ephraïm Mankawa. Moi, je pense qu'il a recopié les manuscrits d'Ephraïm Mankawa et peut-être aussi les manuscrits d'Israël Mankawa, mais je ne peux pas l'affirmer. Donc, il a recopié les manuscrits d'Ephraïm Mankawa. Il est rentré donc à Tlemcen. Il a donné ses manuscrits à Bia, qui, à partir de là, a fait un livre, une exégèse, et puis il a fait un commentaire, mais ce n'est pas les traductions du livre d'Ephraïm Mankawa que nous avons, nous, et que nous avons traduit, puisque le livre de Blia que j'ai aussi, en hébreu, fait 8000 lignes, et le manuscrit d'Ephraïm en Kawa fait que 2000 lignes. Donc c'est comme si moi je faisais une étude sur, je sais pas moi, sur Molière, et que sur un livre de Molière, et que je vais faire Il est possible qu'il ait rajouté des commentaires personnels. voilà, Très beaucoup de commentaires certainement. personnels, absolument. Ce livre a été Donc, publié en 1902 à Tunis et il a été réédité en 1986 à l'instigation de l'Union nationale des Amis de Tlemcen, l'association des Juifs de Tlemcen. Tu sais voilà, mais il y a pourquoi en plus. 1902, vous savez pourquoi en 1902 à Tunis? Parce que les Bah, premières imprimantes venaient de Livourne, ont été exportées principalement à Tunis. Donc tout le monde passait par Tunis pour imprimer des livres à caractère hébraïque. Tout à fait, tout à oui, fait. même, exactement, c'est ça. Même Abraham Ankawa, quelques décennies avant, allait à Tunis c'est comme ça qu'il a eu son contact avec le rabbin Louzado de Padoue pour lui confier les manuscrits du fait de l'incertitude qui se passait en Algérie lorsque la France est arrivée. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc, Abraham Lia, c'est bien, c'est un beau livre, mais c'est surtout des commentaires personnels. Et le texte d'Ephraim Makawa, c'est celui que Fred a eu là, et qui m'a confié et qu'on a fait traduire par quelqu'un qui est un peu spécialiste de ce genre de choses, qui a été professeur dans des grandes universités françaises et qui manie l'hébreu et qui a fait une traduction non pas mot à mot, mais une traduction donnant le sens. Parce que pour faire une traduction de ces textes du 15e siècle, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Donc, effectivement, dans le livre, à la fin, vous avez la traduction Oui, oui, de- je pense que côté traduction du Rachi médiéval, parce que c'est pas simplement Rachi, il faudrait Voilà, peut-être confier ce manuscrit, je dirais ces manuscrits, à Des des spécialistes. chercheurs en linguistique. Et je exactement. peux vous assurer C'est que les ça. universités de Bar-Ilan et Jérusalem, qui foisonnent en chercheurs polyglottes, se feront un plaisir de se Magnifique. lancer sur tout ça. Je crois qu'il ne faut vraiment pas confier à n'importe quel chercheur ce Non, genre de mais c'est ça. traduction. Là, la Bien. traduction a été faite quand même par un professeur qui a été professeur dans l'une des plus grandes, pas HEC, mais à ESSEC. Oui, non, mais il a Donc, été quand même, professeur d'hébreu. Attention, oui, ça n'a rien à absolument. voir. Excusez-moi, mais on peut Oui, parler non, non, hébreu mais couramment. Je crois que c'est ce c'est qu'on très, dit. très spécialisé. C'est ce qu'on dit dans le livre, c'est Voilà. ce que je dis dans le livre. On dit, on donne le sens général, mais on ne peut pas donner la traduction Non, non, qui c'est pour ça nécessiterait qu'il des faut mois et des confier, mois. voilà, il faut Absolument. confier ça vraiment à des chercheurs C'est ça. en Voilà. linguistique hébraïque médiévale. C'est encore beaucoup Absolument. plus pointu. C'est Alors, ça. Et il n'y en a pas beaucoup. on arrive, on avance. 1517, un nouveau choc. Qu'est-ce qui arrive en Algérie? Les Ottomans. Les Ottomans avec la piraterie. Alors, Oui. Didier, parce que là, c'est encore une ouverture, c'est encore différent. On n'est pas encore à la France, hein?
Non, non, non. Alors là, il y a encore une crainte pour la communauté juive qui a été acceptée à Tlemcen à l'intérieur de la ville, merci mon Dieu, puisque on ne le souligne pas suffisamment. Avant, les Juifs ne pouvaient pas être dans les cités. Par exemple, à Marrakech, lorsqu'Éphraïm est arrivé d'abord à Marrakech, il était en dehors de la ville. C'est épouvantable avec les brigands qui pouvaient arriver. Donc là, à Tlemcen, merci mon Dieu, les Juifs peuvent être dans la cité. Les Turcs arrivent, incertitude, qu'est-ce qui va se passer? À nouveau, une sorte de semi-miracle, je ne sais pas, ça priait certainement un peu partout. Et il y avait Barberousse et son acolyte de frère qui arrivent au port de Tlemcen. C'était l'incertitude. Et finalement, il a été tué. Et donc, les Juifs ont pu continuer avec les Ottomans à être ce qu'ils étaient, mais quand même des dhimmis. Il ne faut pas l'oublier. C'était le règne du Ah, dhimmi. cette fameuse Même, imitude. voilà. Alors, nous allons avancer. La France arrive en Algérie. D'accord? Ah, Le temps oui. avance et je voudrais vraiment qu'on fasse un récapitulatif de l'ensemble de l'époque. Ma première question, Fred, est-ce que tu as entendu parler de sévices subis par les Juifs? Oui, bien entendu. Alors, dans le détail, quels sont les épisodes qui, toi, enfant, t'ont le plus marqué, répétés par ta maman? Non, il est manifeste que quand la France est arrivée en Algérie, elle a découvert une communauté juive moribonde, marginale par rapport aux peuplades musulmanes, qui étaient dans cette situation de dhimmi. La France a refusé cette situation de dhimmi en ce sens que les juifs sont mis au même niveau que les musulmans, alors que bien entendu, ils ne sont pas encore français. Ce qui a créé déjà un premier antisémitisme que ma mère m'expliquait, qui a perduré pendant très très longtemps et qui s'est aggravé avec le décret Crémieux de 1870 appliqué en 1871 et qui s'est ensuite encore plus aggravé par l'affaire Dreyfus où l'on a vu à Alger par exemple un parti politique qui se prénommait l'anti-juif. Donc l'antisémitisme en Algérie était colossal. Et on voit bien que même à partir de 1914, lors de la Grande Guerre, les rabbins dans les synagogues haranguaient les jeunes juifs en leur disant il est impératif d'aller combattre pour la patrie, la France, pour qu'elle nous reconnaisse enfin en tant que juifs. Et c'est ce qui s'est passé, et Didier le décrit dans le livre, on a quand même eu d'Algérie 2800 juifs d'Algérie qui sont venus se faire casser la figure aux Dardanelles et ailleurs. Et d'ailleurs, il y a même eu un Éphraïm Ankawa mort aux Dardanelles, qui est un cousin à mon grand-père, qui donc malheureusement, il a refusé de se battre contre ces Turcs parce qu'il considérait qu'il n'avait rien contre eux et il s'est laissé mourir. Et il avait Donc, écrit une voilà, lettre. donc cet antisémitisme a perduré pendant des années. Je peux même citer un événement grave. En 1936, à Sidi Bel Abbès, puisque j'habitais là-bas, le maire de Sidi Bel Abbès avait radié des listes de la commune 400 juifs sous prétexte que, soi-disant, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas français, pardon, ils n'étaient pas français. Et c'est comme ça il a pu passer. Bon, et bien entendu, on connaît les lois anti-juives du 7 octobre 40, qui a vu le décret Crémieux aboli et les juifs redevenus des juifs indigènes et non plus des juifs français. Et, Alors, et cela malgré par la suite l'opération Torche, qui a principalement été organisée par des juifs d'Alger, puisque sur 1000 personnes pressenties pour l'opération, ils se sont retrouvés la veille de l'opération à 377, et sur ces 377, il y a eu 312 juifs. Et c'est un tournant énorme de la guerre 39-45, organisée principalement par des juifs
qui a permis aux Juifs d'Algérie de ne pas porter l'étoile jaune parce qu'elle était dans les mairies, elle était prête à être distribuée. Et on parle très peu de l'opération Torche. Ah, on parle très très peu de l'opération Torche, alors que c'est le point névralgique de la chute du nazisme. Alors, Didier, le temps qui nous est imparti avance et nous allons bientôt conclure. Que voudrais-tu rajouter sur cette histoire en la voyant de haut? Ben, en la voyant de haut, quand même, je voudrais rappeler que ces manuscrits en 1850, c'était, comme l'a dit Fred, l'incertitude en Algérie pour les Juifs, puisque on n'était plus des dhimmis, mais on n'était pas des Français. Donc, il y a eu un massacre en 1835 à Mascara assez épouvantable. Et à l'époque, c'était Abraham Ankawa qui avait les manuscrits de la famille. Le descendant, il les avait depuis 4 siècles. Il a eu très peur pour eux, et c'est ainsi qu'il les a confiés, ces manuscrits, à un rabbin, Lusato, c'est important de le dire, À Haïm Lussato. que trouvait, non, Aux Ah non, descendants de à David, Samuel, non, Samuel pas du David, tout. non? Voilà, Samuel David Samuel. Lusato, c'est ça, Samuel David Lusato, qui récoltait, enfin qui récoltait, qui avait en sa possession tous les manuscrits de tous les rabbins d'Europe, et c'est ce que j'ai découvert. Parce qu'à l'époque, il y avait des pogroms un peu partout en Europe. Et donc, dans toutes les villes européennes, séfarades, ashkénazes, que ce soit l'Allemagne, la Russie, la Pologne, tous les rabbins avec leurs manuscrits les plus précieux, les ont confiés, ces manuscrits, à David Samuel Lusato. Je ne comprenais pas pourquoi ces manuscrits étaient à Oxford, et j'ai compris. En fait, Abraham Ankawa, les 4-5 manuscrits de ses ancêtres, les a confiés à Lusato. Lusato les a. En 1865, il meurt, mais il n'a pas que ces 4-5 manuscrits, il y a 500 manuscrits de tous les rabbins d'Europe. C'est ça que j'ai découvert et j'ai pleuré en trouvant ça. Ces 500 manuscrits, son fils, 4 ans plus tard, se trouve en possession de ces manuscrits. Qu'est-ce que j'en fais, se dit-il? Il en met une partie entre 300 et 500 à Oxford, qui ne sont que dépositaires de ces manuscrits, une partie à l'Alliance israélite universelle à Paris. C'est ainsi que les manuscrits en carbois font partie d'un package du fonds Lusato, qui se trouve à Oxford en dépôt. Malheureusement, Lusato meurt, sa femme, ses filles meurent, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et tout le monde a oublié. À Oxford se trouvent 500 manuscrits que tout le monde voit, que les chercheurs voient, mais qui en fait sont qu'en dépôt. Et ça, on l'a oublié. En fait, ils appartiennent au peuple juif. C'est ça que j'ai trouvé. Donc, en fait, ce sont les descendants, ce ne sont même pas les descendants Ankawa qui peuvent les récupérer, puisque c'est un fonds Luzzatto. Ce sont les descendants Luzzatto. Juridiquement, ce sont les descendants Luzzatto. Non, pas Ils du doivent tout. les réclamer. Pas du tout. Luzzatto, c'était qu'en dépôt. Donc, c'est pas. Luzzatto avait. Ça appartenait pas à Luzzatto. Luzzatto avait en dépôt ses manuscrits. Okay. Donc, c'est les Ankawa, c'est toutes les familles. Seulement ces familles-là, malheureusement, elles sont mortes dans les camps. Donc, ça peut être le groupement des rabbins d'Europe qui peut récupérer ces manuscrits. Ou les descendants. Et dans les descendants, on connaît que les Ankawa pour l'instant. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Tu vois le travail qui t'attend, hein? On a un travail colossal. Tout à fait. Alors, pour conclure, nous allons créer un collectif des Ankawa pour justement récupérer ces documents. Pour conclure, je dois peut-être les laisser à Oxford, pardon, ou peut-être les laisser à Oxford, mais sachant qu'ils n'appartiennent pas à Oxford. Oxford peut être le dépositaire, pourquoi pas, hein, il se peut-être bien là-bas, mais ça n'appartient pas à Oxford. Oui, non, c'est la raison pour laquelle il faut absolument contacter des chercheurs en linguistique médiévale juive pour faire un travail, parce que la plupart de ces manuscrits ne sont pas sont écrits soit en rachi, soit en langue hébraïque encore plus ancienne, d'accord? Et il faut Absolument. Donc je rappelle que malheureusement à Tlemcen, compte tenu des rapports avec le gouvernement algérien, il n'y a plus de pèlerinage. Mais maintenant, c'est à Salé, sur la tombe du Rav Raphaël Ankawa. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on rappelle à la fin du livre, d'ailleurs, en disant que les pèlerinages ont repris, bien sûr, mais pas à Tlemcen, mais au Maroc.
Et c'est très beau comme histoire. Euh, D'autant que dans le livre, à la fin, vous verrez, enfin pour ceux qui ont envie de le lire, je parle de ces pèlerinages qui sont très beaux, où juifs et musulmans, main dans la main, et je termine à peu près le livre comme ça, main dans la main, vont sur la tombe du descendant du Rab Ephraim Mankawa. Absolument. Didier Lebeau, merci. Je vous en prie. Kanakawa, Toda Rabah. Toda Rabba. À l'un et à l'autre, je vous souhaite un Merci. grand succès avec ce livre, Le Merci. manuscrit sacré, publié chez Éric Bonnier. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci infiniment, Monique. Merci.